Il y avait un moment précis, un instant de quelques secondes qui déterminait si vous alliez vivre ou mourir. Vous descendiez du wagon. Vous n'aviez pas dormi depuis des jours. Vous n'aviez pas mangé. L'odeur des excréments humains imprégnait vos vêtements car il n'y avait pas de toilettes dans les wagons de fret. À côté de vous gisaient les cadavres de ceux qui n'avaient pas survécu au voyage. Alors, un médecin des SS vous regardait pendant moins de 10 secondes et pointait du doigt. À droite, vers le camp. À gauche, vers la chambre à gaz. À Auschwitz, la mort était industrielle, mais avant qu'on puisse tuer 1 million de personnes, quelqu'un devait planifier exactement comment le faire. Quelqu'un devait tracer des plans, calculer les capacités, choisir les matériaux, concevoir la ventilation, signer des contrats. L'extermination massive n'était ni un accident, ni un chaos improvisé. C'était un projet d'ingénierie. Entre 1940 et 1945, au moins 1,3 million de personnes furent envoyées à Auschwitz. Parmi elles, 1,1 million furent assassinées. Le camp qui n'aurait jamais d'idée existe. Les origines d'Auschwitz, à 50 km au sud-ouest de Cracovie, près de la rivière Sola, sur une plaine où le brouillard matinal mettait du temps à se dissiper et où les hivers duraient des mois, existait, au printemps 1940, un ensemble de baraquements abandonnés. Construits à l'origine par l'armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale, puis occupés par l'armée polonaise, il s'agissait de bâtiments en briques ordinaires, fonctionnels et sans prétention. 22 blocs au total, 8 d'entre eux à 2 étages, les autres à un seul. Entourés d'un ancien mur périmétrique et de la ville d'Oswiecim, dont le nom allemand, Auschwitz, deviendrait, en quelques décennies, le plus connu et le plus sinistre de l'histoire. Personne, en observant cet endroit en février 1940, n'aurait pu imaginer ce qu'il allait devenir. La proposition d'y établir un camp de concentration est venue du SS Hauptsturmführer Arpad Wigand, inspecteur de la Sicherheitspolizei, la police de sécurité, et adjoint du SS Obergruppenführer Erich von dem Barzelewski, le haut dirigeant des SS et chef de la police pour la Silésie. L'argument était logistique et urgent. Les prisons de la région étaient saturées de prisonniers politiques polonais. Après l'invasion de la Pologne en septembre 1939, l'occupation allemande avait déclenché des arrestations massives d'intellectuels, de prêtres, d'enseignants, d'officiers de l'armée et de dirigeants communautaires. Le Reich avait besoin d'espace pour les contenir. Richard Glucks, chef de l'inspection des camps de concentration, envoya le SS Obersturmbannführer Walter Eisfeld, ancien commandant du camp de concentration de Sachsenhausen à Oranienburg, pour évaluer le site. Eisfeld inspecta les baraquements, examina le périmètre, étudia la disposition des bâtiments et rendit son rapport. Le site était viable. Le 27 avril 1940, le Reichsführer SS Heinrich Himmler approuva officiellement la création du camp, suivant la recommandation du SS Obersturmbannführer Rudolf Höss. Höss, âgé de 38 ans, né à Baden-Baden le 25 novembre 1901, fils d'un commerçant catholique dévot qui avait rêvé que son fils devienne prêtre, avait déjà un long et sombre passé. Pendant la République de Weimar, il avait participé à l'un des fameux Femmemorde, assassinats extrajudiciaires commis par des organisations paramilitaires d'extrême droite, pour lequel il fut condamné à 10 ans de prison. Il fut libéré grâce à une amnistie en 1928. En 1934, il rejoignit les SS sur recommandation de Heinrich Himmler. Il servit comme subordonné à Dachau sous les ordres de Theodor Eicke, le fondateur du système des camps de concentration nazis, puis à Sachsenhausen. Il apprit les méthodes, les rythmes, la bureaucratie de la mort organisée. Lorsque Himmler le nomma commandant d'Auschwitz, Höss était un administrateur efficace de la violence institutionnalisée. Höss s'installa avec sa femme Hedwig et leurs 5 enfants dans une maison en stuc à 2 étages située à côté du bâtiment de la commandement, à quelques mètres seulement du périmètre du camp. Depuis les fenêtres supérieures, la distance jusqu'au bloc de prisonniers était inférieure à 100 mètres. Il y vécut pendant des années tout en construisant ce qui allait devenir le plus grand complexe d'extermination de l'histoire. Les 30 premiers prisonniers arrivèrent le 20 mai 1940, transférés depuis Sachsenhausen. Il s'agissait de criminels allemands ordinaires sélectionnés pour servir comme Funktionshäftling, prisonniers fonctionnaires, et établir la hiérarchie interne du camp. On les appelait Grünen, les Verts, en raison du triangle vert cousu sur leurs uniformes, couleur attribuée aux criminels ordinaires dans le code de marquage du système concentrationnaire nazi. Le premier arrivé, le prisonnier numéro 1,
fut Bruno Brodniewicz, désigné Lagereltest, le doyen ou l'ancien du camp. Les autres reçurent des postes de kapos et de surveillants de bloc. Ces hommes, issus du milieu criminel allemand et ayant de l'expérience dans le système carcéral du Troisième Reich, instaurèrent dès le premier jour une culture de brutalité systématique dirigée particulièrement contre les prisonniers polonais. Pendant les premiers mois du camp, avant que les prisonniers politiques n'occupent leur position d'autorité interne, ce furent eux qui donnèrent le ton du lieu. Le 14 juin 1940 arriva le premier convoi massif important. 728 prisonniers politiques polonais venant de Tarnów, parmi eux des professeurs d'université, des avocats, des médecins, des prêtres catholiques et quelques juifs, débarquèrent au camp et reçurent les numéros de série 31 à 758. Ce 14 juin fut enregistré comme la date de fondation du camp dans les documents du Musée national d'Auschwitz-Birkenau. Le convoi provenait d'une ville ayant subi un niveau particulièrement brutal de répression. Le 18 mai précédent, la Gestapo avait arrêté à Tarnów des centaines de personnes dans le cadre d'une opération appelée Intelligence Action. Action Intelligence, le plan systématique d'élimination de l'élite polonaise. Dans sa lettre du 12 juillet 1940 adressée à Glücks, Heuss écrivait que la population locale était fanatiquement polonaise, prête à entreprendre tout type d'opération contre les hommes haïs des SS. Cette évaluation reflète le contexte dans lequel le camp fut construit. Pas dans un désert isolé du reste du monde, mais au cœur d'une région densément peuplée, avec des témoins civils à quelques kilomètres, et l'odeur des crématoires qui, selon certaines conditions de vent, atteignaient les villages voisins. À la fin de 1940, les SS avaient confisqué les terres environnantes pour créer une zone d'intérêt de 40 km², un Tressengebiet, patrouillé en permanence par les SS, la Gestapo et la police locale. Tout civil pénétrant dans cette zone sans autorisation expresse pouvait être arrêté. La zone d'exclusion transforma le camp en un monde séparé, autonome, avec ses propres lois et son propre temps. En mars 1941, le nombre de prisonniers enregistrés à Auschwitz en avait atteint 10 900, majoritairement des Polonais. Le camp croissait visiblement au cours de ses premiers mois. Les prisonniers eux-mêmes, avec des journées de travail de 11 heures, construisirent de nouveaux blocs, ajoutèrent des étages aux bâtiments existants, installèrent des clôtures électrifiées et tendirent des barbelés. On peut tracer avec précision la différence entre les étages originaux et ceux ajoutés dans les blocs de briques encore existants. Une ligne presque visible où les briques de 1940 rencontrent celles de 1943, construites par des mains qui, dans de nombreux cas, ne survécurent pas pour voir l'ouvrage achevé. Le système d'identification fut conçu avec l'efficacité caractéristique de la bureaucratie nazie. Les prisonniers se faisaient raser les cheveux à leur arrivée, étaient désinfectés, se voyaient attribuer un numéro de série et recevaient l'uniforme rayé. Chaque catégorie de prisonniers portait un triangle de tissu cousu sur la veste sous le numéro, avec un code couleur. Rouge pour les prisonniers politiques, principalement polonais, vert pour les criminels ordinaires, noir pour les asociaux, vagabonds, prostituées, roms, violet pour les témoins de Jéhovah, rose pour les homosexuels, majoritairement allemands. Les Juifs portaient une étoile de David jaune formée de 2 triangles superposés avec une lettre supplémentaire indiquant leur nationalité. Auschwitz fut le seul camp où les prisonniers étaient tatoués. Les prisonniers de guerre soviétiques recevaient le numéro sur le côté gauche de la poitrine. Les civils sur l'avant-bras gauche, côté intérieur. L'encre utilisée était fournie par l'entreprise Pelikan, qui existe encore aujourd'hui comme marque commerciale. Le système de tatouage fut développé à partir de 1941 en réponse au taux élevé de mortalité. Lorsque les corps étaient trop détériorés pour être identifiés par l'uniforme, le numéro sur la peau restait lisible. Il existait une hiérarchie raciale explicite dans le camp. Les prisonniers allemands occupaient le niveau supérieur du système interne. Ensuite venaient les prisonniers non juifs d'autres pays. À la base, les juifs, à qui était également refusé le droit de recevoir du courrier, alors que les autres prisonniers, dans des conditions normales, pouvaient écrire à leur famille en allemand le dimanche. Cette structure n'était ni accidentelle, ni le résultat d'improvisation sur le terrain. Elle reflétait l'opérationnalisation de l'idéologie nazie appliquée à la gestion quotidienne d'un camp de concentration. Une hiérarchie raciale reproduisant dans le microcosme du camp la vision du monde que le régime tentait d'imposer au macrocosme de l'Europe.
Le camp construit par Heuss en 1940 n'était pas encore un camp d'extermination. C'était un camp de concentration avec un taux de mortalité exceptionnel. Les prisonniers mouraient de faim, de maladie, d'épuisement, des coups des capots et des SS. Mais ils ne mouraient pas de manière planifiée comme politique d'État. Cette étape viendra plus tard. Le 22 juin 1941, l'Allemagne envahit l'Union soviétique. Les premiers prisonniers de guerre soviétiques arrivèrent à Auschwitz dès cet été. Le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, 15 fonctionnaires nazis coordonnèrent l'extermination de 11 millions de Juifs européens. Auschwitz recevra la majeure partie d'entre eux. Comment ils vivaient et comment ils mouraient? La vie dans le camp. La journée à Auschwitz commençait avant l'aube. À 4h30 du matin en été, à 5h30 en hiver, la seule concession que le système faisait au froid polonais, un gong métallique résonnait à travers les blocs. Le surveillant du quartier, le Blockschreiber ou le Stubendienst, commençait immédiatement à frapper les détenus avec des bâtons ou de ses propres mains pour les obliger à se lever rapidement. Chaque mouvement dans le camp avait un rythme imposé. Il n'y avait pas de place pour la lenteur, pour la douleur, ni pour la confusion du réveil. Le premier objectif était l'hygiène personnelle, théoriquement. En pratique, les ressources disponibles rendaient l'hygiène presque impossible. À Auschwitz I, la laverie était un bâtiment collectif où des dizaines ou des centaines d'hommes devaient se laver simultanément à l'eau froide, souvent sale, et sans savon. Le temps disponible ne durait que quelques minutes. Primo Levi a décrit la laverie d'Auschwitz III en 1944 comme un lieu mal éclairé, plein de courants d'air, avec le sol en briques recouvert d'une couche de boue. Les murs, écrivait-il, étaient décorés de fresques montrant le bon prisonnier, tête rasée, se savonnant consciencieusement, et le mauvais prisonnier, avec un nez sémitique prononcé, des vêtements sales, essayant furtivement de plonger un doigt dans l'eau. Sous le premier, so bist du Rhin, ainsi tu es propre. Sous le second, so gehst du Rhin, ainsi tu finis mal. Même la propagande du camp était un instrument d'humiliation. Les latrines présentaient leurs propres conditions d'horreur systématiques. Dans le secteur BI à d'Auschwitz de Birkenau, les sanitaires étaient des canaux en béton avec 58 trous pour s'asseoir, accessibles seulement 2 fois par jour, matin et soir, et pendant un temps strictement limité. Un prisonnier était spécifiquement assigné pour mesurer combien de temps les travailleurs prenaient pour utiliser les installations. Ceux qui prenaient trop de temps étaient rebattus. Comme la dysenterie et les infections intestinales étaient endémiques dans le camp, conséquence directe de la malnutrition, de l'eau contaminée et de la promiscuité, la restriction d'accès aux sanitaires créait un cercle vicieux de maladies et de punitions. La gynécologue Gisela Perl, qui a survécu au camp de femmes, a écrit en 1948 qu'il y avait une latrine pour 30 000 à 32 000 femmes et qu'elle n'était autorisée à l'utiliser qu'à certaines heures de la journée. « Nous faisions la queue pour entrer dans ce minuscule bâtiment », écrivait-elle, jusqu'aux genoux dans les excréments humains. Comme toutes nous souffrions de dysenterie, nous pouvions à peine attendre notre tour. Elle décrit la latrine comme une série de planches au-dessus d'une fosse profonde, où les femmes se plaçaient si serrées que nous ne pouvions pas éviter de nous salir les unes les autres. Après la toilette, le deuxième gong annonçait l'appel. Les prisonniers sortaient des baraquements et s'alignaient dans la cour en rang de 10. L'appel, pouvait durer de quelques minutes à des heures interminables, selon l'humeur des officiers SS de service et si le nombre total de prisonniers correspondait. Si quelqu'un manquait, mort pendant la nuit, hospitalisé ou ayant tenté de s'échapper, l'appel recommençait depuis le début. Les prisonniers restaient debout, quelle que soit la température, la pluie ou la neige. Le 6 juillet 1940, l'appel a duré 19 heures parce que Tadeusz Wiejowski s'était échappé. Des centaines de prisonniers sont restés debout toute la nuit et une grande partie du jour suivant. Celui qui s'effondrait était forcé de se relever ou était battu. Celui qui ne pouvait pas se relever était traîné. En 1941, après une autre fuite, le système de représailles collectives fut mis en place et devint la norme. Lorsqu'un prisonnier s'échappait, un groupe de prisonniers du même baraquement était choisi au hasard et envoyé au bloc 11 pour mourir de faim dans la cellule de jeûne. Cette pratique avait pour effet de transformer chaque prisonnier en gardien implicite des autres. La solidarité et la surveillance mutuelle devenaient des instruments du système de contrôle. Les gardes pouvaient infliger des punitions supplémentaires pendant l'appel pour des motifs souvent absurdes.
Un bouton manquant sur l'uniforme, une assiette mal lavée, une posture jugée insuffisamment droite. Les détenus pouvaient être obligés de se pencher, les mains sur la tête, pendant 1 heure. Ils pouvaient être frappés sur le champ. Ils pouvaient être soumis à un châtiment formel comprenant la flagellation, le poteau, ou l'envoi au bloc 11. Après l'appel au son de Arbeitskommandos formieren, forment les groupes de travail, les prisonniers marchaient en colonne de 5 vers leur poste de travail. C'est ici qu'intervient l'un des détails les plus grotesques du système, la musique. Un orchestre de prisonniers, connu sous le nom d'Orchestre des femmes d'Auschwitz dans le cas du camp féminin, était contraint de jouer une musique joyeuse, marches, pièces populaires, mélodies entraînantes, lorsque les travailleurs sortaient par les portes du camp pour leur journée de travail. La même musique retentissait au retour. La raison était double: faciliter le passage en colonnes ordonnées et simplifier le comptage pour les gardes. Mais l'effet sur les prisonniers était d'une cruauté particulière. Alma Rosé, nièce du compositeur Gustav Mahler et l'une des violonistes les plus brillantes d'Europe, dirigea l'orchestre des femmes d'Auschwitz jusqu'à sa mort dans le camp en 1944. La journée de travail durait normalement 11 heures, plus longue en été et légèrement plus courte en hiver. Une grande partie du travail se faisait en extérieur: travaux de construction, carrières, gravières, scieries, travaux agricoles. Les pauses n'étaient pas autorisées. Le froid polonais de novembre à mars pouvait descendre en dessous de moins 20 degrés. Les uniformes rayés en tissu fin ne fournissaient pas de protection thermique suffisante pour travailler dehors dans ces conditions. Sans gants, sans chaussettes supplémentaires, souvent avec des chaussures de taille incorrectes ou usées au point de perdre toute fonction protectrice. Viktor Frankl, psychiatre viennois ayant survécu à Auschwitz et à d'autres camps, écrivit dans Man's Search for Meaning que parfois il faisait si froid que les prisonniers urinaient sur eux-mêmes pour se réchauffer momentanément. Il décrivit également comment un morceau de fil trouvé par terre, pour pouvoir attacher une chaussure dont la semelle se détachait, pouvait littéralement déterminer si un prisonnier survivrait la semaine suivante. Sans protection adéquate pour les pieds, les ulcères se développaient en quelques jours, et ces ulcères pouvaient provoquer des infections entraînant la sélection pour la chambre à gaz. L'alimentation était calculée pour maintenir les prisonniers fonctionnels juste assez longtemps pour être utiles, sans considération pour la survie à long terme. Le petit déjeuner consistait en un demi-litre de substitut de café ou d'infusion de plantes, sans nourriture solide. Le déjeuner, servi à midi, était 3/4 de litre de soupe aqueuse. Les prisonniers la décrivaient constamment comme au goût désagréable ou carrément répugnant. 4 fois par semaine, elle contenait quelques morceaux de pommes de terre ou de rutabaga. 1 fois par semaine, parfois, de petits morceaux de viande. Le dîner était la ration la plus consistante: 300 grammes de pain, souvent moisi, souvent de la veille, que les prisonniers devaient partager en gardant une portion pour le petit déjeuner du lendemain. Avec le pain, une cuillère de fromage fondu ou de confiture, ou 25 grammes de margarine, ou un petit morceau de saucisse. Les prisonniers effectuant des travaux physiques particulièrement épuisants recevaient des rations supplémentaires, dont la valeur nutritionnelle restait insuffisante. Les calculs médicaux ultérieurs établissent que ce régime représentait entre 1300 et 1700 calories par jour pour des hommes effectuant un travail physique intense pendant 11 heures. Le besoin calorique de base d'un homme dans ces conditions est d'environ 3500 à 4000 calories. Le déficit était de 50 à 60%. Le résultat était inévitable et calculé. L'historien Peter Hayes décrit comment dans le camp I.G. Farben à Monowitz, les prisonniers étaient réduits à des squelettes ambulants, en 3 à 4 mois. Les photographies prises par l'Armée rouge lors de la libération du camp en janvier 1945, prisonniers en pyjama rayés, joues creuses et yeux énormes sur des visages sans graisse, ne sont pas des documents de la fin d'une longue guerre. Ils sont le résultat d'un programme alimentaire délibérément conçu pour réduire les êtres humains à leur expression fonctionnelle minimale. La journée de travail se terminait vers 19 heures. Un deuxième appel avait lieu dans la cour. Si un prisonnier était mort pendant la journée de travail, le cadavre devait être ramené au camp et présenté lors de l'appel. Les chiffres devaient correspondre. Les collègues du défunt transportaient le corps. Pendant l'appel du soir, des pendaisons ou des flagellations publiques pouvaient avoir lieu. Le rituel avait une fonction exemplaire, explicite. Le reste du camp était obligé d'observer. Le couvre-feu, Nachtruhe, était marqué par un gong à 21 heures. Les lumières s'éteignaient. Les prisonniers devaient être sur leur lit.
Les lits d'Auschwitz, un étaient des structures en bois à 3 niveaux, situées dans des chambres pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes lors des pires périodes de surpopulation. Conçus à l'origine pour une personne par compartiment, avec le temps, ils en ont hébergé 2, 3 et même 4 dans le même espace. Le survivant Miklos Niizhli, médecin hongrois ayant travaillé sous les ordres de Mengele, décrivit « De 800 à 1000 personnes s'entassaient dans les compartiments superposés de chaque baraquement. Incapables de s'étendre complètement, ils dormaient à la fois en longueur et en largeur, les pieds d'un homme sur la tête, le cou ou la poitrine d'un autre. Dans les baraquements en briques, les prisonniers s'allongeaient sur la paille. Dans ceux en bois, sur des matelas remplis de sciure ou de paille pressée. Les couvertures étaient en nombre insuffisant. En hiver, la température à l'intérieur des baraquements pouvait descendre de plusieurs degrés sous zéro. Les prisonniers dormaient avec leurs vêtements, les seuls qu'ils possédaient, et avec leurs chaussures sous le corps pour éviter qu'on les leur vole pendant la nuit. Le dimanche n'était pas un jour de travail. Cependant, les prisonniers devaient nettoyer les baraquements, passer la seule douche hebdomadaire autorisée, rapide, à l'eau froide, souvent sans savon, et pouvaient écrire en allemand à leur famille. Les lettres étaient censurées par les SS avant d'envoi. Ceux qui ne parlèrent pas allemand échangeaient une partie de leur ration de pain pour que quelqu'un les aide à rédiger la lettre. Les Juifs avaient interdiction de recevoir du courrier. Ils ne pouvaient pas posséder d'horloge ni de calendrier. Une privation délibérée du temps qui empêchait de savoir quel jour, quel mois il était. Les dimanches, les non-juifs payaient d'autres prisonniers en pain pour rédiger leurs lettres en allemand. Seuls 2 calendriers juifs, fabriqués clandestinement, ont survécu jusqu'à la libération. Le laboratoire de l'horreur. Le Zyklon B est arrivé à Auschwitz sans intention meurtrière. C'était un pesticide à usage industriel, développé dans la première moitié du XXe siècle à partir de recherches sur l'acide cyanhydrique, cyanure d'hydrogène, mené par le chimiste allemand Fritz Haber, qui, paradoxalement, était juif et avait reçu le prix Nobel de chimie en 1918. Le Zyklon B était fabriqué sous forme de petits cristaux ou de granulés imprégnés du composé actif, conçus pour être répandus dans des espaces fermés où son évaporation éliminait les insectes. L'entreprise qui le produisait et le distribuait était Degesch, filiale de la puissante IG Farben. À Auschwitz, le Zyklon B était utilisé de manière routinière dès les premiers mois d'existence du camp. Il était stocké au 2e étage du bloc 3 d'Auschwitz-Hirn, dans des chambres de désinfection où les uniformes, couvertures et autres objets des prisonniers étaient traités pour éliminer les poux qui proliféraient inévitablement dans les conditions de surpopulation du camp. Les taches bleuâtres que le composé laissait sur les murs en briques étaient visibles des décennies après la guerre, identifiées et documentées par les chercheurs du musée. Du cristal pour tuer les poux au cristal pour tuer les hommes, le passage fut l'initiative d'un officier qui le décrivit ensuite comme une expérience d'efficacité. À l'été 1941, les sources historiques ne précisent pas le mois exact, mais le consensus académique le situe en août. Le SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch, Lagerführer adjoint du camp, prit l'initiative de tester le Zyklon B sur un groupe de prisonniers de guerre soviétiques détenus dans le sous-sol du bloc 11. Selon ses propres récits, Fritzsch agissait sur les instructions de Heuss, bien qu'il ait également été documenté que Fritzsch pouvait avoir agi de sa propre initiative et communiqué le résultat à son commandant. L'expérience fut imparfaite. Le dosage était incorrect, l'espace trop compartimenté et la ventilation insuffisante pour la méthodologie envisagée par les exécutants. Le processus de mort fut lent. Il dura entre 2 et 3 jours. Certains prisonniers ne moururent pas immédiatement et durent être exécutés autrement. Fritzsch prit note. La 2e expérience fut plus méthodique. Documentée avec plus de précision comme ayant eu lieu entre le 3 et le 5 septembre 1941, elle impliqua environ 850 prisonniers, principalement des soldats soviétiques capturés sur le front de l'Est, ainsi qu'un groupe de détenus polonais malades sélectionnés à l'hôpital du camp. Les chiffres exacts varient selon les sources. Le chercheur František Peiper estime le nombre total de victimes de ces premiers essais à environ 850. La procédure différait de celle de la première expérience. Les prisonniers furent conduits dans le bâtiment du crématoire 1 à Auschwitz I, qui jusqu'alors avait fonctionné exclusivement pour l'incinération des personnes décédées dans le camp pour d'autres causes. On leur dit qu'ils allaient recevoir de nouveaux vêtements et qu'ils devaient se déshabiller avant d'entrer. Les portes du bâtiment furent fermées. Les lumières furent éteintes.
Le Zyklon B fut introduit de l'extérieur par des ouvertures dans le toit. Le processus fonctionna. Heuss décrivit plus tard, dans ses mémoires écrites pendant sa captivité avant son exécution et publiées en allemand en 1958 sous le titre « Commandant in Auschwitz », qu'il avait ressenti un certain soulagement en découvrant cette méthode. Il était troublé par la perspective des exécutions de masse par balles, qui avait été la pratique des Einsatzgruppen sur le front de l'Est. Il avait vu ses soldats tomber malades et se briser moralement en étant obligés de tirer sur des civils, hommes, femmes, enfants, à courte distance. Le gaz, argumenta-t-il dans ses écrits, permettait de distancier les exécutants de l'acte. Cette rationalisation monstrueuse trouva son expression la plus systématique lors de la conférence de Wannsee. Le 20 janvier 1942, dans une villa au bord du lac de Wannsee, à la périphérie de Berlin, 15 hauts fonctionnaires du gouvernement nazi et des SS se réunirent pendant environ 90 minutes sous la présidence du SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich pour coordonner ce qu'ils appelèrent euphémiquement la solution finale de la question juive. Le protocole de la réunion, rédigé par Adolf Eichmann et conservé dans les archives, décrit, dans un langage bureaucratique, le plan d'extermination systématique des 11 millions de juifs européens identifiés dans les calculs des participants. Auschwitz était déjà opérationnel au moment de Wannsee, mais Wannsee institutionnalisa, coordonna et accéléra ce qui avait déjà commencé. Le crématoire d'Auschwitz en avait été initialement construit. Les travaux commencèrent entre fin juin et début juillet 1940 pour l'incinération des prisonniers mourant dans le camp pour d'autres causes. Ces 3 fours pouvaient brûler 340 corps en 24 heures. Lorsque la morgue adjacente fut transformée en chambre à gaz, l'ensemble du complexe acquit une nouvelle fonction. Les murs intérieurs de la chambre furent peints en blanc. De fausses pommes de douche furent installées au plafond pour renforcer l'illusion que l'espace était une salle de bain. Des portes étanches en fer furent construites. Des ouvertures furent percées dans le toit par lesquelles le Zyklon B serait introduit depuis l'extérieur. La capacité de cette première chambre était de 700 à 800 personnes simultanément. La première déportation documentée de Juifs directement vers la chambre à gaz d'Auschwitz eut lieu, selon l'historienne Danuta Czech, le 15 février 1942. Un transport de Juifs venant de Beuthen, en Haute-Silésie, la ville polonaise de Bytom. L'historien Saul Friedlander écrivit que ces Juifs provenaient des camps de travail de l'organisation Schmelt et avaient été considérés comme inaptes au travail. Les débats académiques sur la date exacte du début des transports exclusivement juifs vers Auschwitz continuent, l'historien Nikolaus Waxman ayant remis en question en 2015 certaines preuves concernant ces premiers transports. Vers le 20 mars 1942, selon les registres de Danuta Czech, un transport de juifs polonais de Silésie et du district de Zagłębie-Dąbrowskie fut conduit directement depuis la gare de chargement d'Oświęcim vers la chambre à gaz d'Auschwitz II, qui avait commencé à fonctionner ce même mois, et enterré dans un pré voisin. Ce qui avait commencé comme une expérience dans le sous-sol d'un bloc disciplinaire se transformait en une opération d'extermination massive avec sa propre logistique. Les témoignages de ceux qui survécurent au crématoire d'Auschwitz I, les rares Sonderkommando qui s'échappèrent et les survivants du camp qui observèrent le processus depuis l'extérieur décrivent le protocole de tromperie avec des détails qui se répètent avec constance. On disait aux victimes qu'elles allaient prendre une douche et être désinfectées. On leur demandait de se souvenir du numéro du crochet sur lequel elles avaient accroché leurs vêtements afin de pouvoir les récupérer ensuite. Le véhicule transportant le Zyklon B portait le symbole de la Croix-Rouge pour ne pas susciter d'alarme. Les panneaux à l'intérieur des installations utilisaient des mots comme « bad », « bain » ou « désinfectionsraum », salle de désinfection. La tromperie n'était pas une considération humanitaire, c'était un outil de contrôle opérationnel. Tant que les victimes croyaient qu'elles allaient prendre une douche, il était beaucoup plus facile de les maintenir calmes et de les guider vers la chambre sans recourir à une violence supplémentaire pouvant créer des problèmes logistiques. En décembre 1942, les derniers prisonniers gazés dans le crématoire d'Auschwitz furent environ 400 membres du Sonderkommando eux-mêmes qui avaient travaillé à Auschwitz II. Ils avaient été forcés de déterrer et de brûler les restes des fosses communes de ce camp, qui comptait plus de 100 000 cadavres. Une fois cette tâche accomplie, ils furent ramenés à Auschwitz I et assassinés.
Il s'agissait des 400 derniers membres du Sonderkommando ayant opéré dans les installations d'extermination à Auschwitz II, forcés auparavant de déterrer et brûler plus de 100 000 cadavres des fosses communes de ce camp. Une fois le travail terminé, ils furent transférés au crématoire 1 et gazés. Le système éliminait systématiquement ses propres témoins. Birkenau, le camp conçu pour tuer la décision de construire Auschwitz II, n'a pas été prise de manière soudaine. Elle est le produit d'une accumulation de pressions militaires, idéologiques et logistiques qui ont convergé à l'automne 1941. Heinrich Himmler avait visité Auschwitz en mars de cette année-là. Ce qu'il y vit lui confirma que le camp existant était insuffisant pour les objectifs que le régime avait en tête. Les estimations de la guerre contre l'Union soviétique, qui venait de commencer le 22 juin 1941, parlaient de dizaines ou de centaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques qui devraient être détenus. Les plans pour la solution finale, qui, à cette étape, n'avaient pas encore pris leur forme définitive, mais étaient déjà discutés dans les cercles du pouvoir nazi, nécessitaient des installations d'une échelle complètement différente. Le 10 janvier 1941, alors qu'Himmler réfléchissait encore à l'agrandissement, la résistance polonaise souterraine avait transmis à son gouvernement en exil à Londres une évaluation décrivant Auschwitz avec une capacité de environ 7000 prisonniers à l'heure actuelle et des plans pour être reconstruits pour accueillir environ 30 000. L'information était précise. Les plans des SS à cette étape prévoyaient exactement ce chiffre. La résistance polonaise disposait d'informateurs dans le camp depuis ses premiers mois d'existence. La construction d'Auschwitz II-Birkenau commença en octobre 1941 à Brzezinka, Birkenau en allemand, un village agricole à 3 km du camp principal. 7 villages furent éliminés pour faire place au nouveau complexe. Leurs habitants polonais furent expulsés, leurs maisons démolies ou réutilisées à d'autres fins. Le nom Birkenau signifie en allemand « forêt de bouleaux », une dénomination qui, dans les années suivantes, acquit une ironie dévastatrice. Le camp fut officiellement désigné sur les plans comme Kriegsgefangenenlager, camp de prisonniers de guerre. Il s'agissait d'une désignation bureaucratique fausse, un couvert administratif pour un objectif que les planificateurs eux-mêmes savaient déjà qu'il dépasserait largement la simple gestion de prisonniers de guerre. Le SS Sturmbannführer Karl Bischoff, architecte des SS et chef de la direction de la construction, la Bauleitung, d'Auschwitz, supervisa la conception et la construction. Bischoff était un professionnel compétent. Son bureau, créé le 1er octobre 1941, employait à la fois des officiers SS ayant une formation technique et des prisonniers possédant des connaissances en architecture ou en ingénierie. Ces archives, que les nazis oublièrent de détruire lorsqu'ils brûlèrent les archives principales du camp dans les jours précédant la libération, les plans étaient conservés dans un bâtiment différent, survécurent à la guerre et constituèrent l'une des collections documentaires les plus extraordinaires sur la planification nazie de l'extermination. Parmi ces documents conservés, le plan daté du 14 octobre 1941 de l'ensemble du camp de Birkenau, le plan du 8 octobre 1940 et un pour un baraquement pouvant accueillir 550 prisonniers, signé par Bischoff lui-même, les plans des crématoires 2 et 3 de novembre 1941, un croquis bidimensionnel de l'entrée du camp qui deviendrait l'image la plus reconnue de l'Holocauste. En 2009, le journal allemand Bild acquit 29 de ces documents, les présenta à l'époque au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une cérémonie à Berlin et les remit aux archives de Yad Vashem. Le budget initial approuvé s'élevait à 8,9 millions de Reichsmark. Il se révéla rapidement insuffisant. Le plan original de Bischoff prévoyait des baraquements d'une capacité de 550 prisonniers chacun. Mais la demande d'espace augmenta si rapidement que Bischoff révisa le chiffre à 744 par baraquement. Avec cette densité, le camp pouvait accueillir 125 000 personnes au lieu des 97 000 initialement prévus. La révision fut approuvée sans objection significative. Les baraquements de Birkenau n'étaient pas des bâtiments en briques comme à Auschwitz I. Beaucoup étaient des baraquements en bois, d'apparence uniforme, initialement conçus, dans une ironie que les architectes SS eux-mêmes ne remarquèrent probablement pas, comme des écuries pour chevaux de l'armée allemande. Chacun mesurait 35,4 sur 11 mètres, divisé en 62 compartiments de 4 mètres carrés. Chaque compartiment était subdivisé en couchages.
le terme que les prisonniers utilisaient pour désigner les plateformes en bois superposées où ils dormaient, conçues initialement pour 3 personnes, étendues à 4 lorsque la pression sur l'espace l'exigea. Un prisonnier polonais nommé Alfred Czesław Przybylski, qui travailla à la construction de Birkenau, déclara dans des témoignages recueillis par le musée que le choix du site, sur un terrain marécageux, alors qu'un terrain sec était disponible à proximité, n'était pas accidentel. J'ai la ferme conviction que le choix du site, sur un terrain humide, avait pour but d'exterminer les prisonniers qui y travaillaient et aussi ceux qui habitèrent les bâtiments. Le terrain marécageux signifiait des sols qui se transformaient en bourbiers pendant les périodes de pluie. Cela signifiait le froid qui pénétrait par le bas dans les lits en bois. Cela signifiait l'eau stagnante qui favorisait la prolifération des moustiques et des maladies. Les baraquements en bois ne disposèrent pas d'une isolation thermique efficace. En hiver, le froid était brutal. En été, la chaleur étouffante. Les fenêtres, dans de nombreux baraquements, ne pouvaient pas être ouvertes. Les gardes interdisaient la ventilation, peut-être pour empêcher la communication entre les blocs ou simplement comme une autre forme de contrôle. Romano Frister, écrivain ayant survécu à Birkenau, se souvenait des nuits d'hiver dans les baraquements des décennies plus tard. Les saisons changeaient selon la logique de la nature. L'hiver nous frappait de son fouet de gel. Contrairement à l'usine, où régnait une chaleur agréable, les baraques n'ont jamais été chauffées, et les poêles y étaient utilisés comme table. Après la formation du soir, qui durait éternellement, il n'y avait aucun endroit pour se réchauffer. Nous allions nous coucher sans enlever nos vêtements, parfois sans enlever nos chaussures. Les conditions sanitaires à Birkenau étaient, au moins, pires qu'à Auschwitz I. Herta Soswinski, prisonnière ayant travaillé comme employée de bureau à la direction de la construction, se souvint, la tâche de la Bauleitung consistait à planifier tous les travaux de construction à Auschwitz, y compris les blocs d'habitation, les installations médicales, les crématoires, les chambres à gaz. C'était une description extraordinairement calme de ce que signifiait planifier des installations industrielles pour le meurtre de masse. Les premiers prisonniers à habiter Birkenau pendant sa construction furent les 10 000 prisonniers de guerre soviétiques arrivés entre le 7 et le 25 octobre 1941. Ils vivaient dans la boue, dans des bâtiments inachevés, sans chauffage, avec des rations minimales. Au 1er mars 1942, seuls 945 étaient encore enregistrés. Les autres, plus de 9 000 en moins de 5 mois, étaient morts de froid, de faim et de maladie. Un ancien prisonnier dont le témoignage est conservé par le musée décrivit les conditions. Les jours de pluie, le sol battu du baraquement se transformait en marécage en raison de l'absence de drainage. Les cabanes étaient initialement préparées pour 500 personnes. L'ordre du directeur des travaux, Dejaco d'ajouter un 3e niveau de lit, fit passer la capacité à 800 à 1000 prisonniers par baraquement. Souvent, sur chaque lit, se trouvaient 10 à 12 personnes au lieu de 4. Cette description n'est pas une exagération rhétorique. Les chercheurs du musée ont documenté, à partir des plans de construction et des témoignages croisés, que ces conditions étaient habituelles pendant les périodes de surpeuplement du camp. Birkenau atteignit son apogée en mai 1944, lorsqu'il comptait simultanément 90 000 prisonniers enregistrés dans ses plus de 300 baraquements. Mais ce chiffre de 90 000 ne reflète pas le flux réel de personnes passant par le camp. La majorité de ceux arrivant par train n'étaient jamais enregistrés. Ils passaient directement des wagons à la chambre à gaz, de la chambre à gaz au four ou aux fosses, des fours ou des fosses vers le néant. L'infrastructure de Birkenau ne se limitait pas au baraquement. C'était un complexe presque autonome avec sa propre administration, son infirmerie, bien que la mortalité y soit souvent supérieure aux soins médicaux réels, ses entrepôts, ses cuisines, son système de transport interne. Et à son extrémité la plus éloignée de l'entrée, cachée à la vue immédiate mais accessible par les rails pénétrant le cœur du camp, se trouvaient les 4 crématoires avec leurs chambres à gaz. Birkenau n'a pas été adapté pour l'extermination, il a été conçu pour elle. Le plan daté du 14 octobre 1941, signé par Bischoff, prévoyait déjà les installations qui feraient de lui le plus grand complexe d'extermination de l'histoire. Ces 4 crématoires, 2, 3, 4 et 5, avec chambres à gaz intégrées, furent construits entre 1942 et 1943 avec une capacité de traitement de 4 416 corps toutes les 24 heures. La sélection. Le moment où le train s'arrêta. Le voyage commençait par un mensonge. On disait aux déportés qu'ils allaient être réinstallés à l'Est, qu'ils allaient travailler, que leurs familles resteraient ensemble.
Beaucoup reçurent l'instruction d'emporter avec eux leurs objets de valeur, leur vaisselle, les photos de leurs proches. Les valises confisquées à Auschwitz portèrent souvent les noms de leurs propriétaires soigneusement peints, les dates de naissance, les villes d'origine. Elles avaient été marquées pour une rencontre qui n'aurait jamais lieu. Les convois arrivaient à Auschwitz depuis toute l'Europe occupée. Depuis la Hongrie, les trains mettaient en train et 3 jours, selon l'origine exacte. Depuis la Grèce, depuis Thessalonique, où vivait l'une des plus anciennes communautés juives de Méditerranée, avec une histoire de plus de 500 ans, le voyage pouvait durer 10 jours ou plus. Depuis la France, entre 2 et 3 jours. Depuis les Pays-Bas, environ 3 jours. Les wagons étaient des wagons de fret, conçus pour transporter du bétail ou des marchandises, pas des personnes, sans siège, sans fenêtres ou avec des fenêtres minuscules couvertes de fils de fer. Sans toilette, un seau placé dans le coin du wagon pour plusieurs centaines de personnes. Pas d'eau potable fournie systématiquement. Pas de nourriture garantie, bien que dans certains cas, les organisations communautaires juives qui supervisaient les déportations, croyant à la possibilité de la réinstallation, fournissaient un peu de provisions pour le voyage. Dans les pires cas, la promiscuité était telle que les gens ne pouvaient pas s'asseoir. Ils restèrent debout pendant des heures ou des jours, poussés contre d'autres personnes, respirant l'air vicié du wagon fermé. En été, la chaleur pouvait être mortelle. En hiver, le froid pénétrait à travers les planches de bois. Beaucoup mouraient pendant le trajet. Les cadavres restaient dans le wagon avec les survivants jusqu'à l'ouverture des portes. L'Alte Judenrampe, la vieille rampe juive, était la plateforme de déchargement de la gare de fret d'Oswiecim, utilisée de 1942 à mai 1944. Elle se trouvait entre Auschwitz I et Auschwitz II-Birkenau, à 2,5 km des chambres à gaz du second camp. Les déportés devaient parcourir cette distance en colonne sous la surveillance de gardes armés avec des chiens. Ceux qui ne pouvaient pas marcher étaient transportés par camion. Ceux qui arrivaient la nuit ou dans un état physique trop détérioré étaient également transportés en véhicule. La voiture accompagnant chaque convoi portait la croix rouge du service médical. Elle transportait le Zyklon B. Le médecin des SS accompagnant la colonne était là pour s'assurer qu'aucun officier SS ne soit accidentellement empoisonné lors du processus de gazage. En mai 1944, pour gérer les transports de juifs hongrois, qui, à leur apogée, atteignaient 12 000 personnes par jour, une voie ferrée a été complétée pour pénétrer directement dans le périmètre de Birkenau jusqu'au cœur du camp. La nouvelle rampe se trouvait à quelques mètres des crématoires 2 et 3. Le train entrait par l'arche de la tour de surveillance, avançait lentement sur les voies intérieures et s'arrêtait. À partir de ce moment, le parcours vers la mort se mesurait en mètres, pas en kilomètres. L'album d'Auschwitz. La série de photographies réalisées par l'équipe d'identification, Erkennungsdienst, du camp en mai et juin 1944, lors des déportations hongroises, constitue l'enregistrement visuel le plus complet du processus de sélection. Plus de 200 photographies documentent l'arrivée des trains, la descente des déportés, la formation des colonnes et le processus de sélection. Les photos montrent des familles entières, hommes avec chapeau, femmes avec manteau, enfants se tenant par la main, personnes âgées appuyées sur des cannes. Elles montrent aussi les médecins des SS en train de désigner du doigt. L'historien James Bulgian, visitant Auschwitz-Birkenau pour un documentaire académique, a décrit les photographies de l'album avec une observation résumant la perversité du document. Ces images sont historiquement fragiles si elles ne sont pas utilisées de manière critique, car elles montrent le processus de sélection tel que les SS voulaient qu'il soit perçu, ordonné, contrôlé, efficace. En effet, les photographies de l'album ont été prises par les SS eux-mêmes. Elles représentent leur vision du processus. La terreur, le chaos, les cris des enfants séparés de leur mère y sont absents. En revanche, on y voit la formation ordonnée des colonnes, des officiers en uniforme impeccable, l'apparence d'une procédure routinière et contrôlée. La réalité documentée par les témoins et survivants était différente. Le processus de sélection était souvent présidé par Joseph Mengele, arrivé à Auschwitz le 30 mai 1943. Mengele supervisait personnellement les trains arrivant, en particulier à partir de 1944. Selon les témoignages recueillis par le musée d'Auschwitz, il arrivait fréquemment élégamment uniformé, gants blancs aux mains, cravache à la main. Parfois, de la musique était prévue pour le moment de l'arrivée, des mélodies populaires ou classiques diffusées par les haut-parleurs du camp.
Le contraste entre la musique et le destin des nouveaux arrivants faisait partie du mécanisme de désorientation. Mengele annonçait sur le quai, selon le témoignage cohérent de plusieurs survivants. Zwilling Heroes! Les jumeaux, un pas en avant. Son intérêt particulier pour les jumeaux identiques déterminait pour eux un sort différent. Pas la chambre à gaz immédiate, mais les expériences du bloc 10. Une vie un peu plus longue, mais pas nécessairement moins terrible. Pour les autres, le critère de sélection était codé, bien que son application dépendait de l'humeur de l'officier de service et de l'interprétation qu'il faisait de l'apparence physique de chaque déporté. Les directives générales étaient claires. Tous les enfants de moins de 14 ou 15 ans, incapables de travaux physiques lourds, étaient envoyés directement à la chambre à gaz. Un bâton placé à une certaine hauteur était utilisé. Ceux qui pouvaient le passer en dessous étaient sélectionnés pour la mort. Toutes les femmes arrivant avec de jeunes enfants dans les bras étaient envoyées à la chambre à gaz, car si une femme portait un enfant, cela signifiait qu'elle était la mère ou la nourrice, et donc indisponible pour le travail, et que l'enfant lui-même n'était pas utile. Tous les vieillards, tous ceux présentant des signes visibles de maladie ou d'incapacité, bandages, cicatrices évidentes, boiteries, émaciation extrême. Pratiquement tout défaut, écrivait l'historien Raoul Hilberg, pouvait suffire pour être considéré comme inapte au travail. Les sélectionnés pour le travail, représentant environ 20 à 25% des déportés dans la plupart des convois, bien que la proportion varie considérablement, étaient enregistrés comme prisonniers, recevaient un numéro de série et étaient incorporés au camp. Leur survie à partir de ce moment dépendait de multiples facteurs. Le bloc auquel ils étaient assignés, le capot qui leur revenait, s'ils trouvaient ou non un réseau de soutien à l'intérieur du camp, s'ils parvenaient à obtenir un travail interne moins épuisant. Les sélectionnés pour la chambre à gaz, 75 ou 80%, étaient conduits vers les crématoires, suivant un chemin minutieusement conçu pour maintenir le calme et éviter la panique. On leur demandait de se souvenir de leurs affaires. On leur indiquait la direction avec des gestes rassurants, on leur parlait d'un ton neutre ou même amical. Les SS savaient que si les victimes comprenaient ce qui les attendait, le processus logistique se compliquerait exponentiellement. Le système de tromperie avait été conçu spécifiquement pour le volume de personnes à traiter. Selon les estimations de František Pieper, durant la période d'activité maximale, de mai à juillet 1944, pendant les déportations hongroises, les crématoires de Birkenau fonctionnaient littéralement sans pause. Les crématoires 2 et 3 avaient été révisés et modernisés. De nouveaux ascenseurs reliant les salles de four aux chambres à gaz souterraines ont été installés, de nouvelles grilles posées, plusieurs vestiaires et chambres repeints. Des fosses de crémation ont été creusées derrière le crématoire 5 pour les jours où les fours ne suffisèrent pas. Ces jours de juillet 1944, lorsque 12 000 personnes arrivaient quotidiennement par train et que la plupart étaient conduites directement du quai à la chambre à gaz, le Sonderkommando a dû recourir à la crémation en plein air, dans les fosses creusées derrière les bâtiments. Les colonnes de fumée étaient visibles à des kilomètres à la ronde. L'odeur était perceptible dans les villages voisins. Au total, selon les calculs les plus acceptés de František Pieper et du musée d'Auschwitz, sur les quelques 437 000 juifs hongrois déportés à Auschwitz entre le 14 mai et le début juillet 1944, environ 320 000 ont été tués dans les chambres à gaz pendant cette même période. 75% du total en moins de 2 mois, une vitesse d'extermination sans précédent dans l'histoire humaine. Le Sonderkommando opérant dans les crématoires enregistrait ce qu'il voyait. L'un de ses membres, dont l'identité reste inconnue, a réalisé au crayon les dessins du soi-disant cahier d'Auschwitz. 22 illustrations montrant le processus de la descente du train jusqu'au four. Ce ne sont pas les dessins d'un artiste formé, ce sont les dessins d'un témoin qui voulait que le monde sache. Sur les images, on peut voir ce que les photographies officielles de l'album ne montrent pas, la peur sur les visages, la séparation forcée des familles, les corps entassés. Elles ont été dessinées par un membre du Sonderkommando dont l'identité reste inconnue. Près du crématoire 3, Salmen Lewenthal a enterré ses cahiers écrits en yiddish. Ils ont été découverts en 1962. Les chambres à gaz, l'ingénierie de l'anéantissement. Les plans des crématoires 2 et 3 d'Auschwitz-Birkenau ont été dessinés avec une précision millimétrique. Chacun comprenait 3 éléments intégrés dans un même complexe. Une salle de déshabillage, Auskleiderraum, avec des porte-manteaux numérotés sur les murs, une chambre à gaz souterraine de 30 sur 7 mètres de surface,
et une salle de four capable de traiter 1440 corps en 24 heures. Les crématoires 4 et 5, de conception différente, avaient leurs vestiaires et chambres à gaz au rez-de-chaussée et une capacité quotidienne de 768 corps chacun. L'entreprise de construction était Topf und Sohn, d'Erfurt. Leurs archives, en partie conservées après la guerre, documentent la correspondance technique méticuleuse entre les ingénieurs civils et les SS d'Auschwitz. On y discutait des systèmes d'extraction d'air, de la résistance des briques aux températures des fours, de la capacité des ascenseurs qui transportaient les cadavres des vestiaires souterrains vers les salles de four. En juin 1943, les 4 crématoires étaient en plein fonctionnement avec une capacité totale quotidienne de 4416 corps. Mais le Sonderkommando, chargeant simultanément 3 à 5 corps dans chaque four, pouvait atteindre environ 8000 crémations par jour lors des périodes de forte pression. La capacité moyenne entre 1942 et 1944 était d'environ 1000 corps par jour. Le processus auquel étaient soumis les victimes avait été conçu dans les moindres détails pour maintenir le calme jusqu'au dernier moment. Elles étaient conduites par des escaliers vers les salles de déshabillage. Les instructeurs des SS leur disaient qu'après la douche, elles recevraient un café chaud. Des panneaux sur les murs indiquaient l'importance de se souvenir du numéro du porte-manteau où elles avaient laissé leurs vêtements. Les fausses pommes de douche installées au plafond de la chambre à gaz complétaient l'illusion. Lorsque la chambre était remplie, pouvant accueillir jusqu'à 2000 personnes, les portes hermétiques étaient fermées. Les hommes des SS, portant des masques à gaz, s'approchaient des ouvertures du plafond. Ils ouvraient les boîtes de Zyklon B. Ils versaient les cristaux bleuâtres à l'intérieur. Lieb Langfuss, membre du Sonderkommando, enterra son journal écrit en yiddish près du crématoire 3. Il fut retrouvé en 1952. Il y décrivit ce qu'il entendait de l'autre côté des portes fermées. Des voix qui s'affaiblissaient progressivement, des cris amers qui se transformaient en sanglots et finalement en silence. Le processus de mort prenait entre 10 et 20 minutes. Rudolf Höss déclara devant les procureurs de Nuremberg que cela pouvait durer jusqu'à 20 minutes. Les corps, selon le témoignage des membres du Sonderkommando, étaient empilés en couches lorsque la chambre était pleine. Au fond, les plus faibles, enfants, personnes âgées, femmes, au milieu, les moins forts, au sommet, les plus jeunes et robustes, qui s'étaient agrippés désespérément aux derniers centimètres d'air non empoisonné. Lorsque les portes s'ouvraient, le Sonderkommando commençait son travail. Il retirait les lunettes, les prothèses dentaires, les appareils orthopédiques. Il rasait les cheveux des femmes. À Auschwitz, contrairement à d'autres camps, les cheveux étaient coupés après la mort. Au 6 février 1943, le ministère de l'économie du Reich avait reçu 3000 kg de cheveux provenant d'Auschwitz et de Majdanek. Ceux-ci étaient nettoyés dans une solution de sel ammoniacal, séchée sur le sol en briques des crématoires, peignés et emballés dans des sacs en papier. Ils étaient envoyés vers des usines textiles en Allemagne. Lorsque l'Armée rouge libéra le camp en janvier 1945, elle trouva 7000 kg de cheveux humains dans des sacs prêts à être expédiés. L'or extrait des dents, sur ordre d'Himmler depuis le 23 septembre 1940, était envoyé au service de santé des SS pour être utilisé par les dentistes de l'organisation. Au début de 1944, on extrayait chaque mois entre 10 et 12 kg d'or des dents des victimes. Les cendres étaient enterrées, jetées dans la rivière Vistule ou utilisées comme engrais dans les champs agricoles voisins. Les restes d'os qui n'avaient pas entièrement brûlé étaient broyés dans des mortiers en bois. Il ne devait rester aucune trace. La corporation et la mort, I.G. Farben et Auschwitz. 3 à 7 km à l'est d'Auschwitz. 1. Entre les localités de Dwory et Monowitz, le conglomérat chimique I.G. Farben choisit en 1941 un site pour construire une usine de caoutchouc synthétique essentielle à l'effort de guerre allemand. Le choix n'était pas fortuit. La Oststeuergesetz de décembre 1940 offrait des exonérations fiscales aux entreprises disposées à développer des industries dans les régions frontalières de l'Est. Le camp de concentration d'Auschwitz, à quelques kilomètres, représentait une source inépuisable de main-d'œuvre pratiquement gratuite. Les voies ferrées et l'accès aux matières premières complétèrent l'attrait du site. En février 1941, Himmler ordonna que la population juive d'Oswięcim soit expulsée pour faire place aux travailleurs spécialisés allemands. Les prisonniers du camp commencèrent à travailler en avril de cette année-là à la démolition des maisons à Monowitz. En mai,
Plusieurs centaines de prisonniers se levaient à 3 heures du matin pour marcher 2 fois par jour d'Auschwitz I jusqu'au chantier, car les camions faisaient défaut. Lorsque les administrateurs de la SS furent préoccupés par le fait qu'une longue file de prisonniers épuisés traversant la ville d'Oswiecim pourrait nuire aux relations germano-polonaises, ils ordonnèrent aux prisonniers de se raser quotidiennement, de rester propres et de chanter en marchant. En octobre 1942, alors que les prisonniers construisaient le bâtiment dans lequel ils allaient eux-mêmes être asservis, le complexe fut terminé. I.J. Farben l'avait financé et construit. Le premier camp de concentration financé et construit par l'industrie privée. Auschwitz III Monowitz mesurait 270 sur 490 mètres. À la fin de 1944, il abritait 60 baraquements de 17,5 sur 8 mètres. I.J. Farben payait la SS entre 3 et 4 Reichsmark par quart de travail de 9 à 11 heures pour chaque prisonnier. L'entreprise calculait et rentabilisait la vie humaine comme un intrant de production. Entre 1943 et 1944, environ 35 000 prisonniers travaillèrent dans l'usine. Parmi eux, 23 000 moururent de malnutrition, de maladies et d'épuisement. Une moyenne de 32 décès par jour. Les morts et les transferts vers les chambres à gaz d'Auschwitz II réduisaient la population du camp de près d'un 5e chaque mois. Les administrateurs menaçaient constamment les prisonniers avec la chambre à gaz. L'odeur des crématoriums d'Auschwitz I et II se déplaçait au-dessus du camp selon la direction du vent. Parmi les entreprises allemandes qui avaient également établi des usines avec leurs propres sous-camps, Krupp et Siemens Schuckert. L'encre utilisée pour tatouer les numéros sur les avant-bras des prisonniers était fabriquée par l'entreprise Pelikan. Bayer, alors parti de I.J. Farben, payait 150 Reichsmark pour chaque groupe de 150 prisonnières d'Auschwitz afin de tester un anesthésique. Un employé de Bayer écrivit dans une lettre à Heuss conservée dans les archives. Le transport de 150 femmes est arrivé en bon état. Cependant, nous n'avons pas pu obtenir de résultats concluants car elles sont mortes pendant les expériences. Nous vous prions de nous envoyer un autre groupe de femmes en même quantité et au même prix. Le 20 août 1944, les avions alliés bombardèrent pour la première fois l'usine I.J. Farben. Les 13 septembre, 18 et 26 décembre, elle fut de nouveau bombardée. Les explosions détruisirent des installations. Les prisonniers continuaient de travailler parmi les décombres. Le 19 janvier 1945, la SS ordonna l'évacuation du site. Mengele et le bloc 10, la médecine au service de l'extermination. Le bloc 10 d'Auschwitz était séparé du bloc 11 uniquement par un couloir et la cour connue sous le nom de mur de la mort. Alors que le bloc 11 représentait la punition, le bloc 10 représentait quelque chose d'un peu plus perturbant, la perversion systématique de la science médicale au service de l'idéologie nazie. C'est là que le SS-Hauptsturmführer Karl Kloberg injectait des substances chimiques dans l'utérus des femmes pour tenter de les obstruer de manière permanente. Horst Schumann irradia les organes génitaux des hommes et des femmes avec des rayons X afin de provoquer la stérilisation par dommages causés par les radiations. Les expériences n'avaient aucune application pratique reconnue et ne suivaient aucun protocole scientifique vérifiable. Il s'agissait de tests de cruauté systématique avec une prétention de méthodologie. Mais le plus connu des médecins d'Auschwitz est arrivé au camp le 30 mai 1943. Joseph Mengele, âgé de 32 ans, Hauptsturmführer des SS, docteur en médecine et en anthropologie à l'université de Francfort, fut affecté à Auschwitz de Birkenau, où il fut d'abord assigné au camp des familles tziganes, puis à la rampe de sélection. Mengele était ponctuel, méticuleux et correctement vêtu. Il supervisait personnellement l'arrivée des trains, écoutant parfois de la musique classique diffusée par les haut-parleurs du camp, tout en indiquant avec le pouce. Sa passion particulière était les jumeaux identiques. Également les nains, les personnes présentant des malformations et les porteurs de maladies héréditaires. Il établit dans les baraquements 29 et 31 de Birkenau une sorte de jardin d'enfants pour les enfants sur lesquels il expérimentait, où il recevait des rations de nourriture meilleures que le reste. Selon les témoignages recueillis par la chercheuse Eva Moses-Kor, survivante, l'annonce qu'il répétait lors de la sélection sur le quai était « Zwilling Heroes », les jumeaux, un pas en avant, avec le ton de quelqu'un qui distribue des bonbons. Aux jumeaux sélectionnés, toutes les parties du corps étaient mesurées. Ils étaient les photographiés. Des analyses dentaires, de vue et d'audition leur étaient pratiquées. On leur prélevait du sang. Des chirurgies leur étaient effectuées. Des transfusions croisées étaient pratiquées.
Lorsqu'un des jumeaux mourait, Mengele ordonnait de tuer l'autre afin de pouvoir réaliser des autopsies simultanées. Un autre médecin des SS, le SS Sturmbannführer Kurt Heissmeyer, emmena d'Auschwitz 20 enfants juifs polonais au camp de concentration de Neuengamme, près de Hambourg, où il leur injecta le bacille de la tuberculose pour tester d'éventuels traitements. En avril 1945, lorsque l'avancée alliée menaçait de découvrir l'expérience, les enfants furent pendus afin de dissimuler l'épreuve. Rudolf Brandt et Wolfram Sievers, directeur général de l'Ahnenerbe, l'Institut de recherche pseudo-scientifique des SS, remirent les squelettes de 87 prisonniers juifs sélectionnés pour leurs caractéristiques physiques à l'Institut anatomique de la Reichsuniversité à Strasbourg. La collection fut autorisée par Himmler et dirigée par le professeur August Hirt. Brandt et Sievers furent exécutés en 1948 après avoir été condamnés lors du procès des médecins, faisant partie des procès de Nuremberg suivants. Le procès des médecins à Nuremberg, qui se déroula entre 1946 et 1947, fut le premier des 12 procès qui suivirent le procès principal. Ces jugements ont pour la première fois articulé dans le droit international les principes qui constituent le Code de Nuremberg sur l'éthique médicale. Le consentement volontaire du sujet, la nécessité scientifique réelle, la possibilité de se retirer de l'expérience. Tous ces principes avaient été systématiquement violés à Auschwitz. Ceux qui se sont révoltés, la résistance, les évasions et le soulèvement du Sonderkommando. Auschwitz a été conçu pour empêcher toute résistance. Il y est parvenu presque complètement, presque. La première évasion documentée a eu lieu le 6 juillet 1940, à peine 3 semaines après l'arrivée du premier transport massif. Tadeusz Wiejowski, prisonnier polonais, réussit à s'échapper du camp. Il fut capturé et exécuté. Mais la répression du système s'étendit bien au-delà de lui. L'appel du soir, ce jour-là, dura 19 heures. Selon l'historien Henryk Swiebocki, au moins 802 prisonniers tentèrent de s'évader durant toute l'existence du camp. 757 hommes et 45 femmes. Parmi eux, 144 réussirent. 327 furent capturés. Le sort des 330 et un restant resta inconnu. La majorité des tentatives se produisaient depuis les lieux de travail situés en dehors du périmètre électrifié. Parmi les succès les plus notables, le 20 juin 1942, 4 prisonniers polonais, Eugeniusz Bendera, Kazimierz Piechowski, Stanisław Gustaw Jaster et Józef Lampard, pénétrèrent dans un entrepôt. 3 d'entre eux revêtirent des uniformes de la SS, prirent des fusils et une voiture du personnel et quittèrent le camp avec le 4e comme prisonnier. Plus tard, ils envoyèrent une lettre à Heuss pour s'excuser de la perte du véhicule. Le 21 juillet 1944, le prisonnier Jerzy Bielecki enfila un uniforme de la SS et, en utilisant un laissez-passer falsifié, franchit la porte du camp avec sa petite amie juive, Sayla Cybulska, qu'il présenta comme une détenue devant être interrogée. Tous deux survécurent à la guerre. Yad Vashem reconnut Bielecki comme juste parmi les nations. Le 27 avril 1944, Rudolf Vrba, numéro de série 44070, et Alfred Wetzler, numéro 29162, s'échappèrent en Slovaquie en emportant avec eux des informations détaillées sur les chambres à gaz et les crématoires de Birkenau. Le rapport qu'ils rédigèrent, connu sous le nom de rapport Vrba-Wetzler, fut le premier document à décrire avec précision technique le fonctionnement des installations d'extermination d'Auschwitz. Sa diffusion en juin 1944 et sa publication partielle dans plusieurs pays contribua à la décision du régent hongrois Miklos Horthy de suspendre temporairement les déportations depuis la Hongrie. Le rapport Vrba-Wetzler, ainsi que les témoignages d'Arnost Rosin et Czesław Mordowicz, qui s'étaient évadés le 27 mai 1944, et celui de Jerzy Tabo constituèrent les Protocoles d'Auschwitz, publiés intégralement en novembre 1944 par le Conseil des réfugiés de guerre des États-Unis. Puis, le 7 octobre 1944, survint un événement que les architectes du camp considéraient comme impossible. Les Sonderkommando se révoltèrent. Le déclencheur fut l'annonce selon laquelle 300 d'entre eux seraient transférés pour nettoyer des décombres dans un village voisin. Les Sonderkommando savaient ce que signifiaient ces transferts. Ce groupe, composé principalement de juifs grecs et hongrois, se leva. Ils attaquèrent les SS avec des pierres, des marteaux et des outils. Ils tuèrent 3 gardes. Ils incendièrent le crématoire 4 avec des chiffons imbibés d'huile. Ceux du crématoire 2, entendant l'explosion, crurent que la révolte avait commencé dans tout le camp.
Ils jetèrent leur capot allemand dans l'un des fourneaux. Ils coupèrent le fil électrique avec des pinces et s'enfuirent vers Rajsko, où ils se cachèrent dans la grange d'un sous-camp d'Auschwitz. Les SS arrivèrent, entourèrent la grange et mirent le feu au bâtiment. Lorsque la révolte fut écrasée, 451 membres du Sonderkommando avaient été tués. Les 212 restants vécurent encore quelques mois. L'un de ceux qui moururent pendant la révolte fut Zalmen Gradowski, qui avait enterré ses carnets écrits en yiddish près du crématoire 3. Après la guerre, un autre survivant du Sonderkommando indiqua au procureur où creuser. Les notes furent retrouvées, publiées des décennies plus tard sous le titre « Depuis, le cœur de l'enfer ». La résistance organisée existait également à un autre niveau, l'information. Le capitaine Witold Pilecki, de l'armée nationale polonaise, se fit volontairement arrêter à Varsovie en septembre 1940 pour être déporté à Auschwitz avec le numéro de série 4859 sous l'alias Tomasz Serafiński. Depuis l'intérieur du camp, il organisa le Związek Organizacji Wojskowej, union des organisations militaires, et envoya régulièrement des rapports à l'extérieur sur ce qui se passait. Il s'échappa le 27 avril 1943. Son deuxième rapport, connu sous le nom de rapport W, estimait qu'1,5 million de personnes, principalement des Juifs, avaient été assassinées à Auschwitz. Le gouvernement polonais en exil distribua ces informations aux Alliés. Les réponses furent lentes, insuffisantes ou ne parvinrent tout simplement pas. Libération, procès et mémoire. Le 18 janvier 1945, Engelbert Marketsch, un criminel allemand transféré depuis Mauthausen, reçut le numéro de série 204 999. Il fut le dernier. Ce jour-là, alors que l'armée rouge avançait depuis l'Est, les SS ordonnèrent l'évacuation du camp. Environ 58 000 détenus, environ les 2 tiers juifs, furent contraints de marcher vers l'ouest à pied, en plein hiver polonais, avec des températures pouvant atteindre moins 20 degrés. Ceux qui ne pouvaient pas continuer étaient tués sur place. Les détachements d'exécution suivaient la colonne et tuaient ceux qui étaient à la traîne. L'historien Peter Longerich a estimé qu'un quart des déportés mourut au cours de ces marches. Le 20 janvier, les crématoires 2 et 3 furent dynamités. Le 23 janvier, les entrepôts Canada furent incendiés. Ils brûlèrent pendant 5 jours. Le crématoire 5 fut détruit le 26 janvier, un jour avant l'arrivée de l'armée rouge. Le 27 janvier 1945, à 9 h du matin, un soldat de la 100e division de fusiliers de l'armée rouge entra dans Auschwitz III, le camp d'I.G. Farben à Monowitz. D'autres unités du 60e armée du 1er front ukrainien arrivèrent à Auschwitz 1 et 2 vers 15 h. Ils trouvèrent 7000 prisonniers vivants dans les 3 principaux camps, 500 de plus dans les sous-camps et plus de 600 cadavres. Ils découvrirent 837 000 vêtements de femmes, 370 000 costumes d'hommes, 44 000 paires de chaussures et 7 000 kg de cheveux humains prêts à être expédiés. Le colonel soviétique Georgi Elizavetsky, qui entra dans l'un des baraquements, se souvint des décennies plus tard qu'il avait essayé de parler aux survivants en russe, en polonais, en allemand et en ukrainien, sans réponse. Finalement, il prononça quelques mots en yiddish. Il dit qu'il était juif. Il dit qu'ils étaient revenus pour les libérer. Il raconta alors que, comme si une barrière intérieure s'effondrait, les survivants se précipitèrent vers les soldats, s'agenouillèrent et embrassèrent les revers de leurs manteaux. Primo Levi, qui se trouvait à l'infirmerie avec la scarlatine, décrivit les 4 premiers soldats à cheval qui s'approchèrent. Ils lançaient des regards étrangement embarrassés au corps et aux rares personnes encore en vie. C'était cette honte que nous connaissions si bien, écrivit-il plus tard. Le sentiment de culpabilité que ce crime existât, qu'il se soit irrémédiablement introduit dans le monde des choses existantes. Les chiffres définitifs, selon l'étude de l'historien František Pijper, publiée par Yad Vashem en 1991, sont les suivants. Parmi au moins 1,3 million de personnes envoyées à Auschwitz entre 1940 et 1945, au moins 1,1 million furent tués. Répartition. Environ 960 000 juifs, dont 865 000 gazés dès leur arrivée. 74 000 polonais ethniques, 21 000 roms, 15 000 prisonniers de guerre soviétiques, entre 10 000 et 15 000 citoyens d'autres nationalités européennes.
Un juif sur 6 tué pendant l'Holocauste mourut à Auschwitz. Le pays d'origine avec le plus grand nombre de victimes, la Hongrie, avec 430 000 morts. Suivait la Pologne avec 300 000, la France avec 69 000, les Pays-Bas avec 60 000. Les procès commencèrent avant même que le camp n'ait eu le temps de refroidir. Rudolf Höss fut arrêté par les Britanniques le 11 mars 1946 près de Flensburg, où il vivait sous le pseudonyme de Franz Lang en travaillant comme agriculteur. Il fut transféré à Nuremberg pour témoigner lors du procès de l'Obergruppenführer SS Ernst Kaltenbrunner. Ces déclarations sur le processus d'extermination, prononcées avec un calme qui perturba même les procureurs expérimentés, constituèrent une preuve essentielle. Il fut extradé en Pologne le 25 mai 1946. Il écrivit ses mémoires en prison, publiés d'abord en polonais en 1951 et en allemand en 1958 sous le titre « Commandant in Auschwitz ». Il fut condamné à mort le 2 avril 1947. Le 16 avril, il fut pendu à Auschwitz I, à quelques mètres du crématoire I. À Cracovie, le 25 novembre 1947, commença le procès d'Auschwitz, au cours duquel la Cour suprême nationale polonaise jugea 40 anciens membres du personnel du camp. Il se termina le 22 décembre avec 23 condamnations à mort, 7 peines de réclusion à perpétuité et 9 peines de prison. Parmi les exécutés, le commandant Arthur Liebehenschel et la chef du camp de femmes Maria Mandel. Les procès d'Auschwitz de Francfort, tenus en Allemagne de l'Ouest du 20 décembre 1963 au 20 août 1965, durèrent 180 jours. 22 accusés. L'accusation de 700 pages était accompagnée d'un rapport historique de 300 pages élaboré par l'Institut für Zeitgeschichte, comprenant les témoignages de 254 témoins. Sur les 22 accusés, 19 furent condamnés, 6 à la réclusion à perpétuité, les autres de 3 à 10 ans. Le médecin des SS Horst Fischer, qui avait personnellement sélectionné au moins 75 000 personnes pour être gazées, fut jugé en Allemagne de l'Est, condamné à mort et exécuté à la guillotine en 1966. Parmi les quelques 6 335 membres du personnel des SS qui travaillèrent à Auschwitz, pas plus de 789, moins de 15%, furent jamais poursuivis. En 1947, le gouvernement polonais adopta une loi établissant le musée d'État d'Auschwitz-Birkenau sur le site d'Auschwitz I et II. En 1979, l'UNESCO inscrivit le site sur la liste du patrimoine mondial. En 2005, l'Assemblée générale des Nations unies désigna le 27 janvier comme Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. En 2018, un sondage commandé par la Claims Conference révéla que 41% des adultes américains interrogés ne savaient pas ce qu'était Auschwitz. 22% déclarèrent n'avoir jamais entendu parler de l'Holocauste. Primo Levi, Viktor Frankl, Elie Wiesel, Edith Eger, Simone Weil, des survivants qui écrivirent, témoignèrent et enseignèrent pendant des décennies. Frankl écrivit dans L'Homme à la recherche de sens que, même dans les conditions les plus dégradantes imaginables, la liberté de choisir sa propre attitude face à la souffrance ne pouvait être ôtée. Wiesel déclara lors du 50e anniversaire de la Libération « Après Auschwitz, la condition humaine n'est plus la même. Après Auschwitz, rien ne sera plus jamais comme avant. » Auschwitz ne commença pas avec les chambres à gaz. Il commença par une décision bureaucratique prise à Berlin, avec un architecte qui signa un plan, avec une entreprise qui calcula la rentabilité de la main-d'œuvre esclave, avec un médecin qui décida d'indiquer du pouce droit ou gauche, avec des milliers de personnes qui chaque jour choisissaient de participer, de se taire ou de regarder ailleurs. L'horreur la plus profonde d'Auschwitz n'est pas qu'il ait été possible, c'est qu'il a été planifié.